C'est un film qui a mis du temps à grandir. C'est 7 ans d'exploration. En fait, je suis à la FEMIS en troisième année. Et un été, je tombe sur des vidéos qui sont virales sur les réseaux de jeunes qui pratiquent le cross-bitume, qui font des roues, mais pas que des roues, des figures hyper techniques en faisant des roues sur des motocross et des quads, sur une ligne. Et puis je me dis que ça, c'est quelque chose que je trouve assez spectaculaire. En fait, les moteurs, ce bruit de moteur, je le connais parce que j'ai déjà vu passer sous ma fenêtre des deux temps, des scooters, même si le scooter, c'est pas en fait un élément du cross-bitume. Et je me dis que j'ai envie d'aller à leur rencontre et de comprendre un peu c'est quoi ce mouvement parce qu'ils sont plusieurs. Et donc je rentre dans cette communauté qui s'appelle les Dirty Riders Crew en 2015 grâce à Pac qui est le leader, qui fait du quad et qui m'invite à passer une journée sur une ligne bitumée qui est en dehors de la ville, perdue au milieu de la campagne, sans circulation de piétons ni de voitures. Et c'est, voilà, ça a été pour moi une première rentrée dans ce monde et c'est un monde que j'ai jamais lâché. J'y suis retournée de très nombreuses fois, très régulièrement pendant 7 ans. Et le film a été écrit sur ces routes, à la fois en m'inspirant de la réalité du milieu, mais en projetant aussi beaucoup de rêves, notamment l'idée que il y a très peu de jeunes femmes qui pratiquent le cross-bitume. J'en ai peut-être rencontré 2, 3, 4. Et il y en a une qui m'a assez touchée parce qu'elle a traversé ce milieu comme une comète, de manière assez intense. Et elle a disparu en fait. Enfin, elle est apparue dans la communauté, puis elle a disparu. Puis en quelques mois, voilà, il n'y avait plus de traces de cette jeune fille. Et j'ai voulu comprendre pourquoi elle ne s'inscrivait pas dans le temps, en fait. Et cette figure-là a catalysé un petit peu tout le rêve de vouloir voir encore une fois cette rideuse en fait, sur la ligne. Et après, il y a eu la rencontre avec Julie Ledru. Un vrai litre. Et ils sont où tes potes? Ils peuvent pas te donner de l'essence? Tu m'as vu avec quelqu'un? Non. Bah alors. Tu viens sur les lignes toute seule, toi. Mais j'ai besoin de personne, moi, pour venir ici, t'es chelou. Là. Je te parle pas de besoin si on va pas dans une ligne toute seule. Moi-même, ici, tout ça, je peux me faire arracher. Mais y a qui va m'arracher ici? Personne. Tout de suite, j'ai des intuitions assez fortes par rapport à la mythologie qu'il y a à l'intérieur de ce monde. En fait, c'est un monde qui est clos qui a priori clos sur lui-même, parce que très technique, très marginal, très peu connu du grand public. C'est vraiment, en fait, le cross-bitume, ça vient de la subculture américaine. C'est né dans les années 90 aux États-Unis, sur la côte Est, Baltimore, Philadelphie, et ça a été importé en France par le clip de rap dans les années 2000. Et aujourd'hui, le phénomène a vraiment... il y a un essor du phénomène. Énormément de jeunes connaissent les vidéos en fait, des plus grands riders français ou américains. Et il y a toute une culture, ce qu'on appelle la culture bike life. Mais en France, on préfère plutôt parler de cross-bitume. Et pour beaucoup, c'est considéré comme une pratique, un sport mécanique, un sport extrême, mais aussi un art. C'est un art de vivre aussi. Moi, ce qui m'a vraiment frappé sur les lignes, en fait, c'est l'esprit de groupe, la famille. Et certainement que moi aussi, j'étais certainement à la recherche d'une place dans cette famille aussi. Allô, ta bécane? Je sais pas, je la vois pas. Tu viens toute seule sur une ligne, c'est normal. Vas-y, monte avec nous. Bombarde. Monte avec nous. Vas-y, bien. Vas-y, on décolle, on décolle. Vas-y, Ben, démarre. On décolle. Putain, mais ce qu'il faut, il y a les ports sur le pont. C'est-à-dire que mon film est une friction avec le réel, mais une fiction, c'est-à-dire que c'est très écrit et l'expérience du personnage de Julia, qui est l'héroïne de mon film, n'a rien à voir avec la mienne dans le milieu du cross-bitume. Ça, je tiens à le répéter parce que moi, j'ai été au contraire accueillie. Je faisais de la photo, donc
Je prenais en photo les riders, je leur partageais mon travail. Et puis, il y a eu plusieurs projets aussi. Il y a eu Au loin Baltimore, qui est un court-métrage que j'ai fait en 2016 avec eux, qui est mon court-métrage de fin d'études de la FEMIS. J'ai fait un clip aussi avec eux et puis un moyen-métrage. Donc, en 7 ans, finalement, ça dessine des rendez-vous artistiques qui approfondissent en fait le lien de confiance, le lien artistique et le lien d'amitié. Aujourd'hui, ce film, j'aurais jamais pu le faire sans Pac, sans les Dirty Riders Crew et sans cette passion en fait qu'on partage maintenant. Comment il reste des trucs dans le camion? Vous faites quoi ici? Ouais, j'ai capté. Vous retapez les bécales, vous replaquez les numéros. Ce personnage-là, il naît d'un mouvement d'écriture assez complexe, fait de plein de choses, de plein de résidus, de plein de fragments, aussi de mon expérience en tant que femme dans la société, la colère intérieure, la rencontre avec Julie, les lectures aussi transféministes, lectures antiracistes, politiques fortes. Un livre aussi qui m'a beaucoup apaisée en tant que personne et qui a eu un effet très créatif sur moi, sur la manière dont j'ai écrit ce personnage. C'est le livre de Paul B. Preciado qui s'appelle Un appartement sur Uranus. En fait, il y a à la fois l'idée qu'il y a un manque dans les représentations des personnages de femmes sur les écrans. C'est une voyou, Julia, parce qu'en fait, elle a un grand désir de s'inscrire dans ce milieu-là, qui a un désir irrépressible, qui s'apparente presque à un... C'est comme une drogue, il y a un phénomène d'addiction, elle peut rien faire sans bécane, et c'est parce que son désir est immense pour la ride et pour le moteur, pour la bécane, pour le plaisir de la vitesse, de l'ivresse, de l'adrénaline, etc., qu'elle se met en fait à voler, avoir une forme d'agressivité pour protéger son territoire, protéger sa bécane, s'emmurer dans une forme de carapace, de samouraï, cette forme de ronin, ces samouraïs un peu seuls qui traversent la forêt et qui n'ont besoin de personne. Et parce qu'elle est dans la débrouille, elle est différente des autres, donc elle est isolée. Et c'est parce que tout ça qu'elle devient en fait, qu'elle épouse en fait ces représentations de voyous à la fois masculins, mais dans le repli du féminin. Pas la Timane. Ça marche bien au moins? Je sais pas, c'est elle qui l'a conduit. Demain elle part les gars. Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. Arrêtez de jacter là, préparez-moi l'embrecane. Ah, t'as soufflé dessus comme une bougie d'anniversaire. Vas-y, on va. Le charreau, il est fâché, le charreau. C'est sympa, Elle va performer le masculin et puis à un moment donné performer le féminin parce qu'elle va s'habiller en fait un peu dans des habits qui lui correspondent pas pour aller voler. Elle est toujours dans cette espèce de jeu du travestissement où en fait il y a même parfois on peut se dire qu'elle est travestie en jeune homme et en même temps quand elle est en jeune fille, on se dit aussi qu'elle est travestie. Et ça, j'aime bien le trouble en fait de l'indéfinition du genre, de ce que ça crée, de ce que ça produit en pluralité des représentations, en créativité aussi. Je trouve que ça ouvre notre regard. J'aime en fait me servir des stéréotypes pour les retourner et voir comment ça réouvre en fait des horizons. Et pareil pour le personnage, il n'est jamais vu comme un objet. Alors un objet de désir, oui, mais elle est toujours en train de se battre contre les regards qui sont des regards oppressants ou avec justement un désir mal placé, etc. Dès qu'elle est érigée en objet de désir, elle se débat, elle combat en fait ces regards-là. Et peut-être que les seuls regards qu'elle accepte dans le film, c'est celui de Caïs qui est amoureux d'elle et en même temps, elle
on ferme jamais la relation, on la nomme jamais comme telle. Ça, c'est intéressant parce que, pareil, c'est l'idée d'ouvrir beaucoup, d'être dans le trouble pour ouvrir, dans l'ambiguïté, pour ouvrir un max, en fait. Parce que ce qui est intéressant, pour moi, c'est de jouer avec l'attente du spectateur. Et l'attente cristallise forcément des stéréotypes, en fait. On s'attend à, parce qu'on est habitué à un système de représentation, un système aussi d'identification. Et surtout, ça interroge, en fait, par rapport justement au système des représentations et des systèmes d'identification normés. Pourquoi tu manges pas? J'ai pas faim, j'ai pas d'appétit. Pourquoi? Je sais pas, je suis pensif. Tu penses à quoi? À toi? On s'attend à ce qu'elle embrasse Caïs et je trouve que c'est assez beau qu'elle ne le fasse pas parce que tout d'un coup, ça la rend libre, ça la libère en fait des carcans, des représentations normées, des systèmes d'identification éculés qui font partie d'un ancien régime de perception. Et pareil pour Ophélie. C'est un autre regard qui apaise, c'est un autre regard, c'est le seul en fait qu'elle accepte. Et je clôture pas la relation, je la nomme pas, ça peut être... J'aime bien l'idée que l'écran de projection du spectateur, ce fameux écran d'attente, reste ouvert. Et c'est assez, je trouve ça assez beau de lui donner de l'autonomie au spectateur. C'est à lui de juger si c'est une relation qui est une relation filiale, mère-fille, ou si c'est le début d'une histoire d'amour lesbienne aussi. Et j'aime bien que ça circule en fait, parce que pour moi, quand ça circule pas, quand on fixe trop les choses, quand on leur donne trop de justifications psychologiques eh bien, pour moi, c'est là où on maintient le stéréotype et les préjugés. Et c'est ce qu'on combat dans le film, en fait. Enfin, c'est ce que les personnages se renvoient toujours à des préjugés. Il y a une forme de combat du préjugé dans le film. Ok. Ok. Aussi, je pars de ce que moi je suis dans la vie. J'aime bien le dire parce que c'est important aussi de le dire. Et puis ce film a beaucoup été écrit pour les jeunes générations. Enfin, j'y ai beaucoup pensé. Et l'idée d'être non-binaire, par exemple, moi je m'identifie pas aux représentations normées du masculin, ni aux représentations normées du féminin. J'oscille dans le spectre entre les deux et c'est ça qui fait que j'ai un réel plaisir à m'inscrire dans la société, à jouer des codes. Tantôt, je peux performer, performer les attributs du masculin, tantôt le féminin. J'ai aucun problème, en fait, à être de l'un, d'un côté, de l'autre. Et cette inscription-là, effectivement, elle produit énormément de créativité, elle produit des nouvelles représentations plurielles, fragmentées, c'est-à-dire que souvent les personnages de femmes sont un peu univoques, uniformes, on a envie, voilà. Et moi je pense que le personnage de Julien, c'est marrant, Julia, il a une forme de multiplicité, il est hétérogène, il est fait de plein de matériaux différents et ça on le ressent beaucoup et on est toujours en caméra portée, et puis on passe d'un visage à l'autre, d'un corps à l'autre. C'est un langage cinématographique qui fait beaucoup de gros plans, donc on épouse vraiment l'énergie des personnages, leur densité intérieure, parce qu'on s'approche des regards et de travailler la liberté comme un fluide. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de fluidité, quoi, d'énergie. C'est vrai qu'il y a un rapport assez documentaire à l'image, dans le sens où ça bouge beaucoup. On a filmé à 360, c'est-à-dire qu'on demandait vraiment à toute l'équipe technique de se cacher. Parfois, c'était très compliqué dans certains décors. Mais et aussi par rapport aux lumières. Les lumières, il n'y a quasi pas de lumière extérieure, style projo ou quoi. C'est à chaque fois, on compose un décor avec des lumières internes au décor, qui sont des lumières qui racontent en fait le décor. Et on se sert de ça pour filmer, donc comme un documentaire. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'ajouts. Il y en a dans le film, hein, mais je pense aux intérieurs, style garage, style chez Julia.
Et tout ça pour dire que oui, il y a dans le mouvement quelque chose qui peut faire penser au documentaire. J'aime beaucoup ça, de jouer à la fois avec la lourdeur du dispositif, c'est quand même le cinémascope, objectif anamorphique, master, donc assez lourd. Et en même temps, on a une mini Alexa, donc ça permet de relativiser un peu le poids, quoi. Et ça, c'est plutôt lourd. Et en même temps, j'ai demandé au chef opérateur de plutôt être dans une forme de liberté documentaire. Voilà. Mais sinon, le film est vraiment une fiction. Et surtout, dans la manière qu'on a eu de travailler l'image, avec ce contraste, ce grain, ces couleurs qui font vraiment penser aux couleurs de La Fureur de vivre, c'est-à-dire une technique color vraiment hyper avec une forme d'intensité, de saturation assez vive et tout. Et en même temps, c'est assez sombre et beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup de lumière du haut qui creuse les visages, qui leur donne vraiment encore une fois, du contraste. Ça, plus le cinémascope, plus le langage du gros plan qui vient amplifier l'émotion. Tout ça fait que pour moi, c'est pas naturaliste, c'est surnaturaliste parce que on va au-delà du réel en fait. On se sert du réel, du naturel, mais on va venir le gonfler, on va venir l'amplifier. Parce que pour moi, le cinéma, c'est vraiment l'artifice, c'est l'émotion, c'est aller chercher l'émotion, il faut que ça circule. Et j'avais envie aussi de rendre un peu hommage au cinéma hollywoodien. La Fureur de vivre, c'est le premier film que je découvre, premier film classique. Le premier film de ma cinéphilie. C'est arrivé assez tard, c'est arrivé au lycée. Et c'est le premier film que je découvre sur un écran de cinéma. Et c'est pas un film récent, c'est un vieux film classique. Et puis je l'ai vu pareil que Taxi Driver, c'est vraiment... peut-être pas une centaine de fois, mais en tout cas énormément. Et voilà, c'est un film où on sent l'artifice en fait. Dans la musique aussi. D'ailleurs là, c'est la première fois que je travaille avec un compositeur. Dans mes autres films, il n'y a jamais de musique. Et là, j'ai travaillé avec Kelman Duran, qui d'ailleurs, parenthèse, a produit il a fait la production du premier track de la première track de l'album Renaissance de Beyoncé. I'm That Girl, Mais moi, je le rencontre vraiment... pendant l'écriture, j'écoute ces morceaux et c'est des morceaux qui sont très intéressants. Pour moi, c'était sûr qu'il fallait qu'on travaille ensemble parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui travaille le post-reggaeton, c'est-à-dire qu'il va venir utiliser des bases de reggaeton hyper connues, donc des segments, il va prendre des segments, il va décapiter un peu, décomposer des morceaux, qui va trafiquer, il va créer des samples, il va des boucles et du coup, le reggaeton, c'est plutôt quelque chose de festif, un peu rythmé. Et en fait, lui, il va tordre ça, créer des espèces de mélancolie sombre comme ça avec des boucles. Et pour moi, la boucle, en fait, quand il fait répéter justement un segment où on entend une phrase qui est répétée à l'infini comme ça, avec des distorsions, où on est plus dans des aigus et tout. Je me suis dit, mais ça, en fait, c'est la paranoïa de Julia. C'est sa manière qu'elle a dans le film de répéter à chaque fois, de se mettre au centre aussi des regards, de se répéter qu'elle est décentrée, en fait. En fait, c'est compliqué, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais au bout d'un moment, quand on est trop regardé, c'est à ce moment-là qu'on devient parano. Et il y a vraiment ce truc chez ce personnage. Et quand on est parano, on est en boucle, en fait, sur des motifs. Et on se défend de ça, d'ailleurs. C'est vraiment ça, la parano. Et pour moi, voilà, le travail musical de Kelman, c'était évident que ça allait rencontrer la mythologie et l'inconscient du film, en fait. Le personnage de
de Julia, il a été aussi beaucoup influencé par des rappeurs qui ont le sens, qui performent le virilisme ou la puissance avec de nombreux attributs, par exemple les grills, une forme de démarche. On a beaucoup travaillé la démarche, avec Julie Ledru, on a beaucoup travaillé la démarche de comment est-ce que son personnage il marche dans la rue, comment est-ce qu'il traverse la dalle de la cité, c'est quoi sa vitesse, c'est quoi le mouvement de ses épaules, etc. Ça, on a vraiment commencé, et ça c'était en amont du tournage, pendant une retraite qu'on s'est faite avec Antonia Burezi et elle, et Yanis Lavki qui joue Caïs. On a pris 10 jours où on a travaillé, voilà, c'est quoi le rythme en fait de Julia, c'est quoi le rythme de Yanis, comment est-ce qu'il marche en fait. Et après pour le personnage de Julia, il a été aussi beaucoup influencé par des rappeurs qui ont le sens, qui performent le virilisme ou la puissance avec de nombreux attributs, par exemple les grills, une forme de démarche. On a beaucoup travaillé la démarche avec Julie Ledru, on a beaucoup travaillé la démarche de comment est-ce que son personnage il marche dans la rue, comment est-ce qu'il traverse la dalle de la cité, c'est quoi sa vitesse, c'est quoi le mouvement de ses épaules, etc. Wesh, tu viens ou quoi? Tu peux me répondre au moins par respect. Allô? Y'a quelqu'un? Eh, t'es ma pif, y'a l'autre fois qui revient là. Viens, non? Oh, t'es mort. Il y a une figure qui m'a qui a beaucoup influencé la fabrication du personnage de Julia, c'est O7 O'Shake, qui est une rappeuse américaine. On dirait une sorte d'Édouard aux mains d'argent, très fluide, un peu gothique aussi, parce que le personnage de Julia est quand même, il est assez émo, il y a une forme un peu de gothique, de rapport à la mort très fort. Et ça aussi, c'est il y a à la fois les rappeurs américains, style américain ou français, hein, Gazzo, DMX, et puis O7 O'Shake, dans une forme d'esthétique. Et ça, vraiment, c'est des figures qui ont qui ont entouré Julia comme des anges, en fait. Mais après, voilà, c'est comme avec les films. Moi, j'aime bien voir en reflet négatif, genre c'est quoi le booba féminin, c'est quoi le, en fait voilà, et d'imaginer en fait ce que ça produit comme mythologie en fait, parce qu'on l'a jamais vu encore le booba féminin. Ce serait intéressant.